Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez ce magazine Liberté d'opinion. C'est un magazine d'expression libre et démocratique qui reçoit un invité pour aborder un thème précis. Aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, des effets de la pandémie du coronavirus sur l'économie nationale congolaise. Et pour en parler, nous avons fait appel au professeur Godin Poyi, professeur d'économie, professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à ce secteur. Donc, ce n'est pas vraiment un visage à présenter dans l'espace public congolais. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, Lidor. Merci beaucoup de l'honneur de placer une autorité qui a des charges publiques comme les vôtres. Ce n'est toujours pas chose facile. Merci de cet honneur que vous nous faites. Et donc, nous savons qu'au premier semestre de l'année 2020, la survenance de la pandémie de coronavirus a affecté les grands pôles de l'économie mondiale, notamment les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Union européenne, avec effet d'entraînement sur les économies nationales, notamment l'économie congolaise, qui a été affectée substantiellement. Plusieurs effets ont ralenti l'activité économique, a entraîné la baisse du chiffre d'affaires des entreprises, mais aussi le pouvoir d'achat des Congolais. En tant qu'économiste, quelle lecture faites-vous de cette situation qui n'a pas été prévue en fait? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que si je garde toujours ma présence dans les médias, parce qu'au-delà de mon modeste statut, je suis toujours ce pasteur-là. Et à ce titre, le pasteur vit avec et pour les brebis. Exact. Donc chaque fois que nous pouvons mettre à la disposition de notre population les peu d'informations que nous avons sur le plan scientifique, nous ne devons pas lésiner sur les moyens, parce que ce dont le Congo a besoin aujourd'hui, c'est sa scientifisation. C'est ça. Alors, comme vous étiez en train de peindre les tableaux, aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation. Nous sommes dans la mondialisation. Il va de soi que chaque fois qu'il y a des variables internationales majeures qui subissent des transformations, ces avatars finissent par impacter l'ensemble des États qui vivent sur la planète Terre. Vous l'avez bien dit, parce que c'est au premier trimestre de l'année passée que cette pandémie s'est manifestée d'abord en janvier en Chine, ensuite aux États-Unis et ailleurs. Et cela a déstructuré l'économie internationale. Et par rapport à la République démocratique du Congo, vous savez que la RDC, mon pays et le vôtre, a des grands partenaires économiques. En tant qu'État, c'est d'abord la Chine, mais en tant qu'entité économique, c'est l'Union européenne. Donc, il est donc clair que chaque fois qu'il y a des bouleversements au niveau de la Chine, au niveau de l'Union européenne, cela finit par entamer la situation économique de notre pays du fait de sa structure convexe. Donc, nous avons été bel et bien touchés par les effets pervers de cette pandémie. C'est ce qui justifie aujourd'hui la tonne des ressources publiques. Et pendant que nous parlons, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas encore payés. Et ça se justifie non seulement que ce sont des effets collatéraux de cette crise, mais généralement, le premier trimestre a toujours été difficile en termes de mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'on dépasse les fêtes, ce sont les périodes de grande consommation et ça a tendance à relâcher pendant le premier trimestre. Donc, je peux affirmer que cette pandémie a eu des effets propagateurs sur l'économie congolaise. Alors, prenons d'abord l'industrie extractive congolaise.
où on a enregistré une baisse des importations de l'ordre de 60%, ce qui fait que cette industrie a procédé pour la plupart à enregistrer aussi la baisse du chiffre d'affaires comme effet d'entraînement, des licenciements, des congés techniques. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute, n'est-ce pas, à l'État congolais d'avoir beaucoup plus compté sur un seul secteur plutôt que de procéder à la diversification de l'économie? Bien. Et je voudrais d'abord que les gens comprennent que chacun de nous réagit devant les faits sociaux selon les moules sociales d'où il est issu. Lorsque vous lisez l'histoire économique de la RDC, il faut toujours, dans l'approche de l'école de public choice, y apporter une dose politologique, pas une dose politique. Parce que l'approche de l'école de public choice veut qu'on puisse intégrer la donne politique dans les mesures économiques. En fait, nous existons en tant qu'État depuis Berlin, et comprenez que nous sommes les enfants de la géopolitique internationale. Ça explique tout. Parce qu'on ne crée pas les États comme les gens le pensent. C'est ça. Donc on crée des États avec une intention stratégique, avec des objectifs précis. En fait, nous avons été créés en tant qu'État pour servir le monde. C'est ce qui fait que notre structure économique est dépendante. Oui. Voilà. La dépendance financière et économique, oui. Depuis toujours. Donc cette convexité, c'était pour servir donc la Belgique, d'abord le roi des Belges, puis la Belgique à partir de 1808, ils ont été désignés pour surveiller cet enfant de la géopolitique internationale. Et vous verrez que le modèle économique qui a été laissé par les Belges, c'était ce modèle économique convexe, qu'on appelle généralement extraverti. Extraverti. C'était en fait, nous étions cet exutoire des matières premières. Et malheureusement, lorsque nous obtenons notre indépendance politique, nous n'avons pas réfléchi suffisamment sur notre modèle économique. Et on a gardé la même structure. On n'a pas dû massifier la production domestique. C'est ce qui fait que nous sommes l'un des rares pays qui consomme ce qui ne produit pas et qui produit ce qui ne consomme pas. Donc bref, c'est cette structure convexe de notre économie qui fait qu'aujourd'hui nous avons été victimes des effets propagateurs de cette pandémie. Dieu merci quand quelque chose malheur est bon, c'est que la prégnance de notre économie informelle nous a permis quand même de résister dans une certaine mesure et que les dégâts n'ont pas été dans les proportions attendues. Alors, professeur, lorsque vous dites qu'il y a eu ce déficit de massification du modèle économique ou de l'activité économique, est-ce que aujourd'hui, où l'on parle de la possibilité, l'éventualité de la RDC de s'intégrer dans la zone de libre-échange, vous l'avez dit, nous sommes l'un des rares pays au monde qui consomme ce qui n'a pas produit, ce que nous consommons, ce que nous n'avons pas produit. Est-ce qu'aller aujourd'hui dans l'état des choses vers la zone économique, la zone d'échange, de libre-échange, ne nous rendrait pas beaucoup plus dépendants des autres États de la sous-région qu'auparavant? Bon, je vous ai dit que pour comprendre ce genre de questions, il faut en faire une lecture polygonale. L'effet social s'impose à moi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand les gens parlent de cette zone de libre-échange continentale, ils croient que c'est une invention du 3e millénaire. Non. Ceux qui connaissent l'histoire économique de notre continent, ils savent que tout a commencé par les plans de Lagos. Nous sommes en 1980. Donc les pères des indépendances africaines avaient déjà imaginé l'unité économique de l'Afrique.
En 1991, c'était le traité d'Abuja qui a appuyé les toxins sur cette démarche. Et comme vous le savez, les questions économiques se traitent graduellement. Il y a des choses qu'on fait à court, moyen et long terme. C'est ainsi que vous avez vu. Malheureusement, nous sommes distraits. Pendant que les autres réfléchissent, ils sont en train de réfléchir. Nous, il y a des gens qui vont acheter des doctorats, si pas dans les universités locales. À l'étranger. Non, il le faut maintenant sur la toile, sur Internet. En ligne. Oui. Donc, vous trouvez quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la science, un jour, on l'appelle et il se présente comme professeur, même dans des toilettes publiques. C'est extrêmement dangereux. Alors, pendant que nous sommes en train de dormir, pendant que nous sommes en train de nous entre-insulter, les autres réfléchissent. Donc la zone de libre-échange continentale africaine n'est pas un artefact. C'est une démarche qui s'est construite, réfléchie, et les autres États y travaillaient déjà. Donc, mais qu'est-ce que nous allons apporter parce qu'on ne produit pas Blavet? Non, il faudra que les gens comprennent. Un éclairage historique, oui, parce c'est que, très important. Vous savez, ici, ça tire dans tous les sens. Oui, donc, les gens sont devenus des encyclopédistes. Oui. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais suivi un seul cours de sciences politiques dans sa vie, mais on le présente comme étant analyste politique. Analyste politique. Dommage. Or, l'analyse s'inscrit dans un cadre théorique. C'est ça. Donc, je voudrais insister là-dessus, je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres, mais les peu d'informations que j'ai, je préfère les partager avec mes compatriotes. C'est que c'est depuis 1980 que les autres États travaillaient sur cette affaire. C'est ainsi que vous avez vu qu'après, il y a une flopée, une foultitude des regroupements régionaux. On a parlé des CAC, CEMAC, EAC. C'était en fait des étapes par lesquelles il fallait passer avant d'arriver notamment à la zone de libre-échange continentale. Et si les gens ne le savent pas, c'est que d'après l'agenda 2063 de l'Union africaine, nous deviendrons comme l'Union européenne. Donc, nous aurons, en Afrique, nous aurons le même passeport, nous aurons la même banque centrale, nous aurons la même monnaie, et on partira du Cap au Caire sans exiger les visas. Donc, ce sont des choses ailleurs, les gens sont en train de réfléchir. Ça. Malheureusement, c'est comme si on était dans un envoûtement collectif. Nos plateaux des médias ont été transformés en vitrines d'injures. Et des tribunaux populaires. Oui, pendant qu'il y a des choses. Donc, bref, c'est pour dire que pendant que nous étions distraits, d'autres États y travaillent. Alors maintenant, la question de savoir si nous devons y adhérer ou pas, il faut toujours savoir qu'il existe en management, il existe la différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Donc, on ne confond pas les deux. C'est ça. Donc, pour résoudre un problème, il faut que la décision tienne compte de son impact et de sa faisabilité. On peut dire qu'on n'entre pas, mais il faut maintenant en calculer les conséquences. D'accord. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas prêts sur le plan économique, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Si aujourd'hui nous disons, comme j'entends les gens dire que nous ne devons pas entrer, mais c'est signer notre mort économique. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas utiliser des théories tarabiscotées, je vais parler de manière claire et simple. C'est que si nous n'adhérons pas à la zone de libre-échange continentale, les prix de nos productions pour accéder à d'autres États africains vont acquitter les droits des douanes. Et de ce fait, nos produits coûteront plus cher sur tous les marchés africains. Et cela s'effectuera vice-versa. C'est-à-dire que les marchandises qui vont venir de l'espace africain pour arriver au Congo, ça va acquitter les droits des douanes, ça coûtera plus cher sur les marchés. Et à ce moment-là, c'est la population et même notre industrie qui va perdre parce que les champs des consommateurs va se rétrécir. Donc, le moindre mal qu'il faut choisir, et là, moi,
je soutiens la position prise par l'autorité suprême, c'est qu'il faut y aller, mais travailler maintenant sur notre production parce que nous en avons les atouts. Ça, si quelqu'un vous dit le contraire, vous savez, la plupart des gens qui parlent de la ZLECAf, ils croient que ça vient d'arriver maintenant. Je vous dis que c'est depuis 1980 qu'on y travaille. Ouais. Maintenant, la crainte, professeur Poy, c'est que le Congo ne se transforme en un déversoir de produits qui viennent du Rwanda, du Burundi et d'autres pays voisins, Zambie, et ainsi de suite, au moment où la production, vous l'avez si bien dit, constitue encore un défi à relever ici. Bon, je voulais vous dire que l'économie fonctionne sur base des cadrages théoriques, notamment celle des avantages comparatifs. Que nous le voulions ou pas, il y aura toujours des choses que nous prendrons de l'extérieur. D'accord. Le plus important pour nous, c'est de nous réveiller. Je vous dis, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables dans ce pays. On exploite moins de 10%. Qui nous a empêché de le faire? Par contre, si nous nous réveillons avec cet avantage spatial, c'est nous qui allons arroser toute l'Afrique. Vous comprenez? Si les autres viennent, c'est parce que nous sommes un marché important. On nous parle de 80 millions d'habitants, même si il n'y a jamais eu de recensement sérieux. Pour ça, il faut que Dieu vienne faire le recensement au Congo. Et vous voulez que le monde nous attende? Alors, donc, regardez, c'est nous qui avons du potentiel. Si nous profitons de ces désarmements douaniers au sein de l'espace africain et que nous exploitons les potentiels, je ne veux pas encore parler des mines parce que c'est déconnu de tous. Parce que là-bas, le potentiel, c'est 24 000 milliards de dollars. Mais je vous dis, nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons un potentiel poissonné énorme. Lorsque vous prenez le fleuve Congo, donc lorsque vous partez seulement du Poul Malebo à Kisangani, c'est 120 tonnes de poissons par jour. Les lacs, n'en parlons pas. Les lacs, nous en avons plus de 80, dont les plus poissonnés du monde. Et vous trouvez normal que pendant que je ne veux pas parler des petits pays, parce que la petitesse est relative, pendant que les pays comme la Namibie, regardez l'axe sud-ouest africain, donc nous avons la Namibie, l'Afrique du Sud et l'Angola, ils font la pêche dans la zone internationale de l'océan. Et pendant que je parle avec vous ici, la Namibie est en train de négocier avec l'Angola, parce que lorsque vous venez de l'Afrique du Sud, donc vous passez par la Namibie, vous passez par l'Angola, avant d'atteindre la RDC. Et lorsque vous sortez de la RDC, c'est le Congo-Brazza. Après le Congo-Brazza, c'est le Gabon. Après le Gabon, c'est le Cameroun. Après le Cameroun, c'est le Nigeria. Après le Nigeria, c'est le Bénin. Après le Bénin, c'est le Togo. Après le Togo, c'est le Ghana. Après les Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. Vous avez les 3 Guinées, vous avez les Libéria, vous montez le Sénégal, la Gambie, le Maroc. Mais regardez comment la Namibie est en train de faire les choses. Elle négocie avec l'Angola parce qu'il y a un tronçon routier entre l'Angola et la frontière congolaise qui est abîmée. La Namibie cherche à arranger cette route-là pour faire entrer les poissons chinchards, les mpiodis. J'ai vu ça en Namibie. Et pendant tout cela, une grande activité économique. Les poissons meurent de vieillesse ici. Au fleuve. D'accord. Vous comprenez? On revient aux effets. Donc, je crois que avant de s'attaquer à l'autre, il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que moi je devais faire. Très bien. Merci pour cet éclairage sur l'importance. Mais ce que les gens doivent savoir, que comme dans tous les accords commerciaux au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, il y a toujours de flexibilité. C'est ce qui fait qu'il y a un certain nombre de produits sensibles sur lesquels nous allons arborer toujours ces casques protectionnistes. Voilà. Surtout nos minéraux. Il
faut pas que la zone de libre-échange non. ouvre une voie à la prédation. Non, on ne peut pas en arriver là-bas parce que les minéraux, pour les exploiter, il faut en avoir. Vous comprenez? Oui. Donc ça, mais nous connaissons des pays voisins qui exportent les minéraux qui ne produisent pas, qui ne sont pas dans leur sous-sol, c'est connu. À qui la faute? C'est une pointe de chauvinisme. J'ai dit ceci, à qui la faute? Bon, moi je pose des questions, c'est à vous de nous indiquer. Non, au niveau de nos frontières, là, il y a des services. Donc c'est la défaillance des services. Donc lorsqu'on est en train d'encadrer la fraude, vous voulez que les gens fassent quoi? Voilà, on revient maintenant aux effets de la Covid-19 sur l'économie nationale. En 2019, début 2020, la croissance économique congolaise a connu une baisse de l'ordre est passée de 5,8 à 4,4%, justement à cause de cette situation. Professeur, en tant qu'économiste de formation, pensez-vous qu'il y a une autre stratégie à mettre en place pour qu'au cas où pareille situation arrivait, que l'État puisse rebondir sans attendre la fin d'une pandémie, d'une catastrophe, et j'en passe de meilleurs? Voilà. Donc maintenant, nous sommes certes dans le contexte de la mondialisation, mais je pense que nous devons autonomiser la consommation nationale. C'est qu'est-ce que je voulais dire par là? Il faudra qu'aujourd'hui, que nous puissions exploiter nos terres. Il faudra aujourd'hui que nous puissions exploiter nos eaux, notre hydrographie, pour que cette histoire de continuer à importer les chinchas. Un chalutier les plus chers, c'est à 500 000 $. Et vous en avez par dizaines sur ce fleuve. On arrête cette histoire d'importer des chinchas, non seulement qu'il y a des problèmes sanitaires, mais ça va nous épargner tout le temps l'achat des devises. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Nous devons travailler pour que ce que nous consommons, nous puissions les produire d'abord nous-mêmes avant d'exporter cela. C'est l'ultime solution parce que si jamais il y a d'autres crises comme celle-ci, et si cette crise persistait, c'est compliqué. Parce que les États aujourd'hui qui sont en train d'exporter notamment les riz et autres vivres vers la RDC, ben, à un certain moment, ils vont d'abord privilégier la consommation domestique. Ils ne vont plus continuer à exporter de manière indéfinie. C'est maintenant que nous devons imaginer comment nous pouvons relancer notre agriculture, comment nous pouvons relancer la pêche, comment nous pouvons relancer l'élevage. Et c'est ce qui va faire que nous allons autonomiser notre consommation locale. Et non seulement que nous allons l'autonomiser, mais au regard de ses atouts, notamment les atouts climatiques et spatiaux, il faudra impérativement que nous puissions produire davantage pour notre consommation et voir comment exporter. Parce que si nous continuons à évoluer seulement avec le secteur minier, donc il ne faut pas négliger parce que c'est notre mascotte, un jour nous serons surpris. Pourquoi il y a toujours la conjoncture internationale qui plombe dans une certaine mesure notre économie et ses finances? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui la Chine se retrouve dans une situation de surindustrialisation. C'est analogue à celle des États-Unis dans les années 40-45. Et la Chine, ça vous fait 12% des exportations mondiales, 8% des importations mondiales, et la Chine achète à elle seule entre 40 et 50% des matières premières sur la place internationale. Et chaque fois qu'il y a des perturbations au niveau de l'économie chinoise et naturellement au niveau de l'économie de l'Union européenne, cela a toujours des effets pervers sur l'économie nationale. Donc il faudra maintenant créer une certaine autonomie pour que tout ce qui concerne le quotidien, c'est-à-dire la nourriture, tout autre de vivre, médicaments, nous devons maintenant réfléchir davantage parce que l'émergence passe par l'intelligence. Donc les États ne fonctionnent pas comme ça. Les États réfléchissent sur leur avenir. Et je suis content qu'avec la détermination
de notre président, je crois que nous aurons une gestion intelligente. Au lieu qu'on puisse rester dans ce folklore, nous n'avançons pas, nous sommes en train de reculer. Les pays, comment les pays fonctionnent? Nous savons que nous avons autant d'habitants. C'est pourquoi les recensements de la population n'est pas nécessaire que pour les élections. Le recensement de la population, c'est d'abord un outil de planification économique. Parce qu'un État doit savoir ce dont il a besoin en termes de tonnes au regard de sa population. Et lorsque nous vidons ces premiers préalables, à ce moment-là, nous devons penser à exporter et vous verrez que la zone de libre-échange continentale va nous servir au regard de ce que nous avons comme avantage comparatif. Alors, professeur, lorsque aujourd'hui, à la suite de la survenance de cette pandémie du coronavirus, on constate que la vie économique dans tous les secteurs, y compris le secteur primaire, secondaire et tertiaire, tous ces secteurs ont connu un ralentissement et que le gouvernement se tourne vers les institutions de Bretton Woods pour obtenir des financements afin de juguler ce choc qui est inhérent. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise politique plutôt que de voir ce qu'on peut faire, comme vous l'avez dit, pour investir dans l'agriculture et d'autres secteurs de la vie qui puissent aider à amortir le choc le cas échéant? Non. L'analyse économique s'inscrit dans un cadrage théorique. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a crise, il y a trois choses qu'il faut faire. La première chose en temps de crise, c'est la compression des dépenses budgétivores de l'État. Donc là, c'est moi qui ajoute budgétivore. Généralement, on parle de la compression des dépenses, mais vous ne pouvez pas parler seulement de la compression des dépenses parce qu'il y a des échéances sociales. Les échéances sociales, c'est notamment la redistribution des salaires. Donc, lorsque vous bloquez même les salaires, vous êtes en train de tuer la demande globale et l'économie ne va plus tourner. Donc, bref, j'ai dit qu'en temps de crise et à court terme, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout ce que nous sommes en train de dire là, il faut du temps. Hein. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si la politique économique exige qu'on puisse apprendre à marcher sur les œufs, mais on doit connaître que le développement d'un État est chronophage. Donc ça s'inscrit dans le temps. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Lorsqu'un État se trouve dans une crise, il y a trois choses qu'il faut faire. La compression des dépenses budgétivores de l'État. Souvent, les théoriciens parlent seulement de la compression des dépenses, mais moi, j'ai toujours préféré ajouter budgétivore, parce qu'il y a des dépenses qui peuvent engendrer des richesses rapidement, et ces dépenses-là, on ne doit pas les éviter. La deuxième chose, il faut améliorer la correcte collecte des ressources internes. Et la troisième chose, il faut recourir aux appuis budgétaires, notamment du Fonds monétaire international. J'entends souvent les gens dire, mais la Banque mondiale... Et le FMI n'ont jamais construit le bonheur d'un seul peuple. J'ai dit ceci. Oui. Et souvent, ce qui me fait un peu rire, demandez à ces gens-là qui vous parlent s'ils peuvent vous donner le nombre de pays qui constituent le monde. Nous, c'est comme ça, ce sont des affirmations populaires. Si, je sais que vous le savez, vous vous posez la question pour nos téléspectateurs, les gens doivent savoir que la Banque mondiale, si elle a été créée, c'était essentiellement pour reconstruire la France et le Japon. Et ces deux pays aujourd'hui sont développés. Il est vrai, la Banque mondiale ne vient pas vous développer, mais la Banque mondiale vient vous aider à vous développer. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle gagne? Non, ce sont des organisations internationales, nous en sommes membres. Et les gens ne doivent pas savoir que lorsque la Banque mondiale vient ici, c'est parce que nous aimons. Non, et nous en sommes membres et nous sommes des contributeurs. Nous sommes des membres originaires de ces institutions. C'est ça. C'est un droit, en fait. Oui, c'est vrai que moi-même, à un certain moment, j'ai écrit contre la Banque mondiale. Oui. Ça, c'est au niveau d'approche.
J'ai vu. Parce que la Banque mondiale ignore la théorie de la contingence en Afrique. Mais aujourd'hui, les taux de croissance, nous avons aligné un taux de croissance, ça va faire cette année 20 ans. Un taux de croissance positif. C'est notamment grâce à la Banque mondiale. Les gens doivent interroger l'histoire économique de ce pays. Donc le problème, c'est que chez nous, chaque fois que nous sommes en programme avec les fonds monétaires internationaux, ces programmes, à part le premier programme qui a été négocié par le maréchal Mobutu, nous sommes entre 1967 et 1970, et l'opinion doit savoir que nous sommes le premier pays d'Afrique subsaharienne qui a noué un programme formel avec le Fonds monétaire. À part ces premiers programmes-là que nous avons réussi, les restes des programmes n'ont jamais été concluants à cause de notre indiscipline managériale. Et ça, vous ne pouvez pas faire porter, vous ne pouvez pas en faire porter la responsabilité à la Banque mondiale. Donc, c'est-à-dire que le développement d'un État, les politiques publiques, les politiques de développement, c'est un jeu collectif. La communauté internationale joue sa partition, mais c'est de plus en plus les nationaux qui doivent y jouer un grand rôle. Vous comprenez? Oui. Donc, tel qu'on présente les choses là, c'est un peu désordonné. Il faut que les gens comprennent que d'abord, si le Fonds monétaire vient ici, c'est parce que nous en sommes membres. Donc, on ne vient pas comme si on venait donner l'obol. Ce n'est pas une faveur, en fait. Non, non, ce n'est pas une obol qu'on nous apporte. Nous sommes membres. Mais notre problème, c'est que nous respectons difficilement les conditionnalités posées par ces structures. Je vous dis qu'à part les premiers programmes de 67 à 1970, les restes des programmes n'ont jamais été conclus. J'espère que avec la rigueur de l'actuel président de la République, j'ose croire qu'il aura également des collaborateurs qui peuvent l'accompagner dans ces tâches exaltantes. Nous allons avoir des programmes concluants. Alors, professeur Godempo, j'ai parcouru le rapport de la Banque mondiale, mais aussi le rapport de l'Institut national des statistiques, qui indique qu'en 2020, à cause bien entendu de la pandémie du coronavirus, les entreprises, là nous entrons dans le secteur privé, on a beaucoup plus parlé du secteur public. Dans le secteur privé, les entreprises, les petites, les moyennes et les grandes entreprises, d'une manière générale, la baisse du chiffre d'affaires s'élève à plus ou moins 47,3%. Et vous avez dit qu'il faut investir dans l'agriculture pour pouvoir éventuellement contourner d'éventuels chocs économiques, mais l'investissement dans l'agriculture n'est pas seulement l'apanage du secteur public, il y a aussi les privés. J'étais à l'Est il y a 1-2 mois, j'ai trouvé des opérateurs économiques locaux, congolais, qui se plaignent du fait qu'il y a une certaine injustice au niveau de l'importation des intrants agricoles. On favorise les étrangers et au détriment des locaux. Vous ne pensez pas que cette politique ne peut pas favoriser l'initiative privée? Bon, je vais répondre à votre question. Mon petit statut d'enseignant me permet d'assister à plusieurs forats et augmenter le nombre de formations que j'ai. Dans ce pays, nous avons la loi particulière sur l'agriculture. Cette loi est de 2013. Mais quand vous lisez cette loi, elle a défiscalisé presque toutes les activités liées à la terre. Je parle, donc les gens peuvent vérifier, cette loi est sur la toile. Le problème, c'est que les opérateurs économiques chez nous, pas tous, mais la plupart, ne se font pas assister par des conseils. Ils considèrent que recourir à un conseil, c'est une perte d'argent. Mais c'est pourquoi on en arrive à ce genre de choses. Lisez cette loi particulière, tous les avantages ont été accordés. Il y a même, sur le plan de la fiscalité intérieure, là où on n'a pas seulement exonéré les activités agricoles, mais on les a exemptées
Et en droit fiscal congolais, lorsque vous êtes exempté, cela voudrait dire que vous êtes dispensé même des obligations déclaratives. Donc je crois que les groupes que vous avez rencontrés devaient se renseigner davantage pour voir que beaucoup de choses ont été déjà faites sur le plan agricole. Je sais qu'il y a un peu de problèmes par rapport à l'article 16 de cette loi. Oui. Parce qu'on voulait que des nationaux soient des coactionnaires de ceux qui veulent venir investir au Congo, notamment quand vous cherchez à occuper des grands espaces. Il y a une tendance qui estime qu'on devait modifier cette disposition, mais nous pensons que lorsqu'on vous demande de vous associer aux nationaux, lorsque vous venez, le premier avantage qu'on tire de cette affaire, c'est notamment le transfert de la technologie. Et si les pays du sud-est asiatique se sont développés, c'est notamment grâce aux externalités positives de l'économie. Parce qu'avec la délocalisation des multinationales occidentales, il y a eu transfert des technologies. Et c'est ainsi que ces États se sont réveillés. Donc je crois qu'il y a un problème sérieux. Il faudra que nous puissions voir comment encadrer les nationaux, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Je vous dis, sur le plan des textes, la République démocratique du Congo a fourni beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Il y a des problèmes peut-être dans la pratique, mais en ce qui concerne les textes, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis et qu'il appartient aux opérateurs économiques, notamment ceux du secteur agricole, de se renseigner davantage. Alors, lorsque, par exemple, j'ai vu un opérateur économique qui est dans l'agro-pastoral fermé tout simplement parce qu'il y a une pression aussi bien politique qu'administrative, une entreprise qui donnait plus ou moins 5000 emplois aux Congolais dans un contexte comme celui-ci où beaucoup d'entreprises ont mis leurs employés en congé technique, et même licencié d'autres. Qu'est-ce que l'État peut faire pour l'encadrement de ces opérateurs économiques en des moments aussi difficiles que ceux-ci, où l'État lui-même recourt, vous l'avez dit, à des financements extérieurs des institutions? Oui, généralement. Oui. Dans toute politique, dans tous les programmes de relance économique, on appuie sur des variables. Il faut, sur le plan principal, chercher d'abord à... Je crois que les financiers vont crier dans leur salon, mais nous parlons de l'économie, et les finances, c'est juste une petite branche dans l'économie. Donc, j'ai le léger avantage d'être l'un et l'autre. Oui. Donc, mais sans dire que je suis plus intelligent que les amis qui peuvent nous contredire. Ils viendront aussi nous éclairer. Oui. Mais encore là, faudra-t-il que le profil soit celui qui est attendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans tout programme de relance économique, on cherche à réduire les impôts des personnes physiques et les impôts des sociétés. Quand on réduit les impôts des personnes physiques, c'est pour augmenter le pouvoir d'achat. Et quand on réduit les impôts des sociétés, c'est pour permettre aux entreprises d'améliorer leur trésorerie. Mais dans la situation particulière de la RDC, il y a déjà une atonie des ressources publiques. Vous avez vu, le gouvernement avait pris les taureaux par les cornes, on avait défiscalisé les biens de grande consommation et certains médicaments sur une période de 3 ans, et de 3 mois, pardon, voudrais-je dire, on avait défiscalisé. Donc c'était en fait pour soutenir l'économie. Mais maintenant, lorsqu'on sort d'une crise comme celle-là, il faudra que les opérateurs économiques comprennent que, regardez l'Union européenne, malgré sa prospérité économique, elle a dû lever sur les marchés financiers 750 milliards d'euros qui seront remboursés jusqu'en 2058. C'est pour dire que l'État n'avait pas assez de moyens. Donc l'État ne peut pas continuer maintenant à suspendre encore la perception de la TVA et consorts, sinon ça sera de l'asphyxie. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que
il faudra que les ministères en charge de l'industrie et des PME puissent accompagner techniquement tous les opérateurs économiques, parce que ma petite expérience, ma modeste expérience a démontré que souvent les opérateurs économiques ne connaissent pas ce qu'ils ont comme avantage au regard de nos lois. Donc pourquoi nous ne pouvons plus recourir à ces instruments classiques, notamment la réduction des impôts sur les personnes et sur les sociétés? C'est tout simplement parce que nous, en Afrique, nous sommes parmi les États qui ont une pression fiscale assez faible. Non seulement que nous n'avons jamais dépassé les seuils des 12%, mais l'année passée, nous étions à 8%. C'est extrêmement grave. Mais quand vous allez, la moyenne, d'après les statistiques de l'OCDE, la moyenne des ratios recettes publiques PIB en Afrique, c'était cristallisé autour de 16,5%. Et nous n'avons été qu'à 8%. Et lorsque vous êtes dans les pays comme le Sénégal, ces ratios vont jusqu'à 25%. Donc, il faut un accompagnement technique pour que les opérateurs économiques puissent exploiter tout ce qu'ils ont comme avantage dans les dispositifs économiques de la RDC. Et ça va doper dans une certaine mesure les activités productrices de ces créateurs de nouveaux foyers de richesse. D'accord. On tend vers la fin de l'émission, il ne nous reste plus que 4 minutes. Alors, professeur Godin Poyi, à vous entendre, les opérateurs économiques, les nationaux, ne peuvent rien attendre du gouvernement parce que le gouvernement lui-même dépend des appuis budgétaires des institutions de Bretton Woods. C'est la première question. La deuxième, est-ce qu'à ce jour, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo est en récession économique? J'ai semblé, à moins que j'aie été inattentif, entendre le gouverneur de la Banque centrale dans un élément vidéo dire que le mal aurait été contourné quant à la récession économique. Quelle est votre lecture? Non, la vérité, c'est que les résultats auxquels nous assistons maintenant, par rapport aux prévisions, il faut féliciter le président de la République. Parce que nous, on craignait le pire. Pourquoi pas le gouvernement? Non, c'est le gouvernement, c'est pas le président. Non, c'est le président qui donne de l'impulsion. On ne vous raconte pas de bêtises. Quand ça ne marche... C'est pas le bicéphalisme. Non, les malheurs dans ces pays. Suivez-moi. Oui, vous avez voulu qu'on ne parle pas de la politique. Allez-y. Non. Allez-y. Vous êtes président de l'Assemblée provinciale. Oui, les malheurs dans ces pays, quand ça va, on dit que c'est le gouvernement. Quand ça ne va pas, on dit que c'est le président. Donc, en management, on demande plus de comptes qu'à celui qui a été investi depuis le pouvoir. C'est le président de la République. C'est le président de la République, Mpoué-Bar. Donc, toutes les prévisions économiques présageaient une catastrophe économique, mais telle qu'on est en train d'atterrir là, on sent que la crise a été bien gérée. Oui, je crois que ça va surprendre de nos initiés, mais l'économie s'apprécie à l'aune des agrégats. Lorsque les fonctionnaires ne sont pas payés, nous sommes au mois on tend vers février, janvier n'a jamais été payé, vous l'avez dit en avant-propos. Non. Comment vous appréciez non, les efforts du gouvernement? C'est déjà un exploit qu'on a eu quand même à payer, même s'il y a du retard, on a eu quand même à payer, nonobstant la crise. C'est quelque chose qu'il faut apprécier. Et ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de ne jamais céder à la tentation de recourir à la planche à billets. Cette pratique, dans le contexte actuel, elle ne sera pas seulement économicide, mais suicidaire, comme vous venez de le dire. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait que là-bas, l'hôtel de monnaie se trouvait à côté, qu'on imprime l'argent, qu'on puisse nous payer. Non, on le mobilise. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le premier trimestre a toujours été difficile en termes de mobilisation accrue des recettes. Et ce qui n'est pas encore bon, vous venez de le dire que les rapports attestent que le chiffre d'affaires a été entamé à la hauteur de 47%. Oui. Ça aura des répercussions sur les recettes liées à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Parce que en fait, l'assiette qui sera sur laquelle on va lever l'impôt, c'est celle qui s'était destinée
au regard des réalisations de l'année passée. D'accord. Donc, avec un peu de patience, ce que les gens doivent comprendre, et même les opérateurs économiques, c'est que si nous réussissons le programme avec le Fonds monétaire international, il y aura plusieurs vannes qui vont s'ouvrir. C'est ça. Donc, lorsque vous êtes en programme avec le FMI, tout le monde vous fait confiance et vous verrez qu'il y aura plusieurs structures qui vont venir avec des dons et de l'assistance qui pourront être bénéfiques et aux opérateurs du secteur privé et à l'ensemble de la population. D'accord. En un paragraphe, professeur Godin-Poyi, vous regardez votre caméra pour nous faire la principale recommandation qui doit être dirigée au gouvernement de la République pour qu'en cas d'éventuelle crise, qu'on sache quelles mesures, quelles dispositions prendre afin de ne pas subir le choc. Maintenant, là, il faut travailler sur 3 choses. Améliorer la collecte des ressources intérieures, diminuer les dépenses budgétivores de l'État et il faut continuer le programme avec le Fonds monétaire international. C'est indispensable pour le monde. Et je demande au gouvernement de ne jamais céder à la tentation de recourir aux avances de la Banque centrale. C'est ouvrir un mouroir national. Merci. Mais à moyen terme, il faut impérativement que nous puissions nous investir dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, sans négliger le secteur minier parce que c'est en train de reprendre. Donc là, le léger avantage pour nous, c'est que la Chine, comme elle a maîtrisé déjà la pandémie, les activités sont en train de reprendre et je crois que cette année sera une année prospère parce que nous allons nous appuyer et sur les mines et sur l'agriculture. Qu'on ne commette pas les erreurs du passé. C'est maintenant qu'il faut changer le modèle économique de ces pays. Merci. Au lieu d'avoir ces modèles convexes, nous avons maintenant besoin des modèles mixtes pour que nous puissions consommer ce que nous-mêmes nous allons produire. Merci beaucoup, professeur Godin. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse, s'il y a encore 30 secondes, parce que ça se lie à ce que je voulais dire. Je concède, oui. Vous avez entendu les gens débiter des sornettes que l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, dont vous êtes président, a soutenu la construction du centre d'épuration des eaux usées en face du stade des Martyrs, sur la place dite triomphale. Oui. Mais pourquoi nous avons accepté cette épuration? C'est parce que les études sérieuses qui ont été menées attestent aujourd'hui que le fait pour nous de rejeter les déchets dans ce fleuve chaque jour, les taux d'acidité a augmenté dans les eaux congolaises d'une manière telle que si nous ne faisons pas ces centres d'épuration, il n'y aura plus d'eau potable en RDC dans 10 ans. Et cette acidité, donc si nous ne faisons pas ces centres-là d'épuration, cette acidité va tuer même notre écosystème, notamment nos poissons. Et ça a de l'influence aussi sur l'économie. Aussi, dit l'écononie. Donc c'est pour dire que ces centres-là que les gens peuvent considérer qu'il est baroque, il a des implications importantes sur l'environnement et l'économie du pays. Donc si on avait choisi ces lieux-là, c'est parce qu'il s'agit d'un don de l'UNESCO. Il fallait faciliter l'accessibilité et la visibilité à tous les véhicules de vidange pour que ces eaux usées soient traitées. Ce n'est pas seulement de l'environnement, mais c'est aussi de l'économie. D'accord. Merci beaucoup, professeur Godin-Poyi. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, économiste de formation. Vous êtes vraiment un ami des médias. Vous êtes, il faut le dire, pasteur de votre État. Vous êtes également président de l'Assemblée. Non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Les gens le savent, il faut que je le dise quand même. Les titres les plus élevés que je porte dans ma vie. C'est celui de pasteur, vous avez dit. C'est celui de pasteur, ensuite vient celui de professeur. Mais pas les profs comme on les voit maintenant ici. Ou quand quelqu'un... Laissez-moi, je dois le dire. Dès qu'on exerce un mandat politique, si on va acheter les diplômes dans des universités périphériques ici, ou bien on va sur Internet, on achète des diplômes dans les universités qui n'existent pas. Nous devons combattre cela parce que l'émergence passe par l'intelligence. D'accord. Tout ce que je sais que vous n'allez pas cesser de présider le plénière de l'Assemblée provinciale. Non, je le ferai. Vous le faites. Je le ferai. D'accord. Merci. Mais il y a une hiérarchie. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai reçu vraiment les demandes de beaucoup de gens qui préfèrent me rencontrer pour échanger sur certaines questions qui touchent à la marche du pays. Il y en a qui ne veulent pas vraiment
le débat. Je ne dis pas que le professeur Mpoyi n'aime pas les débats, c'est d'ailleurs un amoureux du débat, mais d'autres m'ont suggéré d'avoir un plateau où il s'exprime beaucoup plus librement. Donc nous aurons, en dehors de l'émission, le débat congolais, Liberté d'opinion, c'est une émission que j'anime depuis des années, que j'ai relancée pour donner la parole à tout le monde, chacun selon son vouloir. Aujourd'hui, nous avons indiqué que depuis le premier semestre de l'année 2020, les grands pôles économiques, les grands pôles de l'économie mondiale, la Chine, les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, ont été affectés par la pandémie du coronavirus qui a eu des effets d'entraînement sur des économies nationales, notamment celle de la RDC. Et pour parler de ces effets et dégager des pistes de solutions, nous avons fait recours à un économiste de formation, le professeur Godin Mpoyi, qui nous a apporté un certain nombre d'informations. Voilà pourquoi nous disons merci et à vous-même aussi, merci d'avoir suivi cette émission. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Professeur, merci beaucoup. Je vous en prie. On n'évite pas les débats, mais il faut apprendre à faire correspondre les personnes des mêmes rangs. Exact. Voilà. Le même profil. Oui, oui. Ça vaut la peine. Oui, oui. Pour avoir le même. C'est pour éviter une disputation stérile. C'est ça. Voilà. Merci.